Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire de la SCOP Semawi. Vous ne me voyez pas, mais je suis Sarah, j'aurai le rôle de journaliste pour ce webinaire avec Juliette que vous voyez à l'écran. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Semawi, nous sommes une SCOP installée à Grenoble et notre travail c'est de l'accompagnement. On s'intéresse à accompagner des organisations, des entreprises, des dirigeants dans la manière de structurer, d'organiser leurs échanges interpersonnels et leur gouvernance surtout. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la promesse qui est faite dans certaines équipes de passer des réunions d'équipe qui soient agréables, impliquantes, efficaces. On n'a pas pu s'empêcher de remarquer dans les accompagnements qu'on a fait que ce n'était pas toujours le cas. Du coup, on a la chance d'avoir avec nous Juliette pour nous parler un petit peu du sujet, de son expérience, de la manière dont elle a pu vivre et partager son point de vue et des conseils pour rendre ces réunions justement vraiment utiles. Juliette, est-ce que tu veux nous dire un mot sur peut-être qui tu es, ce que tu fais au sein de Semawi? Oui. Bonjour à tous déjà et à toutes. Donc moi, au sein de Semawi, j'ai plusieurs casquettes. Dans notre équipe, on a une culture de la facilitation qui fait qu'on est tous amenés à faciliter régulièrement nos réunions. Donc je fais partie des personnes qui sont amenées à faire ce genre de facilitation, à avoir ce genre de rôle et de posture dans l'organisation. Comme j'ai en même temps des missions qui sont assez variées, que ce soit sur la prospection ou l'accompagnement de nos clients, ça me permet de faciliter des réunions qui ont toutes des objectifs différents, avec tout ou partie de l'équipe, et des régularités et des durées différentes. Donc je suis amenée à pratiquer au quotidien vraiment toutes sortes de facilitation de réunions avec des objectifs qui sont souvent pas les mêmes. Et ça fait plusieurs années que je pratique ça. Notamment parce qu'on a vraiment une culture de la facilitation dans notre scope, chose que je n'avais jamais fait avant d'arriver à Semawi. J'ai travaillé dans d'autres organisations et il n'y avait pas de culture de facilitation. En général, les réunions étaient déclenchées par les personnes qui en avaient besoin sans qu'il y ait de méthode particulière appliquée. Merci, je vois que tu galopes déjà sur le sujet du jour. Je vous apporte une dernière précision pour les participants. Donc, le webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le site web de Semawi et la chaîne YouTube dans quelques jours. Et vous pouvez évidemment poser des questions tout au long de ce webinaire. Je les adresserai à Juliette. J'en ai préparé quelques-unes, mais évidemment, l'intérêt, c'est surtout de répondre à vos préoccupations. Juliette, pour nous planter un peu le décor, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus selon toi? Qu'est-ce que c'est une réunion d'équipe efficace? À quoi est-ce que tu vois ça? As-tu la parole? Donc dans le titre, vous voyez qu'il y a deux mots-clés, c'est agréable et efficace. Les deux sont compatibles, oui, ça existe. J'ai compartimenté en deux choses volontairement pour que vous voyez que ce sont des sujets complémentaires mais qui ont chacune leur spécificité. Je vais commencer par ma vision du mot efficace. Pour moi, une réunion efficace, déjà, c'est une réunion qui est utile à toutes les personnes et qui y contribue. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, si je suis conviée à une réunion, c'est que j'ai une utilité dans cette réunion et que je vais en sortir soit avec des informations qui vont m'être utiles, soit où j'aurais joué un rôle qui moi-même aura été utile à quelqu'un. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première condition pour qu'une réunion soit efficace. À partir des moments où il y a des gens qui sont là et qui ne savent pas pourquoi et qui n'ont rien de spécial à faire dans cette réunion, ça veut dire qu'elle n'est pas efficace déjà pour ces personnes-là. Donc c'est le postulat de base. Il y a un deuxième sujet dans l'efficacité, c'est l'objectif. Si l'ensemble des personnes qui sont conviées à la réunion savent pourquoi elles sont là, c'est déjà un démarrage de quelque chose d'efficace. Il y a un autre aspect qui, selon moi, permet de garantir l'efficacité d'une réunion, c'est d'essayer de limiter les débats. C'est quelque chose qui se produit souvent dans les réunions. Ça fait partie de la façon dont on a appris à échanger les uns avec les autres. Et on est souvent tenté d'avoir envie de débattre, de montrer qu'on n'est pas d'accord, d'avoir envie d'apporter une nuance. C'est dans la nature des choses. Et au sein de notre scope, en tout cas, c'est Semawi, on essaye de faire attention à ça, c'est-à-dire même si on a un avis différent, si ça ne permet pas de faire avancer l'organisation, c'est peut-être pas le bon moment pour l'exprimer et on attendra la pause café pour en parler, mais en tout cas, on ne va pas empêcher la réunion d'avancer
sous prétexte qu'on a un avis différent. Ensuite, il y a une autre chose qui, selon moi, est importante, c'est que cette réunion puisse mener à soit des décisions, soit des actions qui soient claires et qui soient clairement attribuées à des personnes. Quand on sort d'une réunion avec un panel de choses à faire, mais qu'on n'a aucune idée de qui va faire quoi, pour moi, ça, c'est pas une réunion efficace. En tout cas, j'ai l'impression que je sors de la réunion, je ne sais pas ce qui m'attend dans les jours qui viennent. Et du coup, on a imaginé plein de choses, mais on ne sait pas comment on va les mettre en place. Ça permet de faire un pont entre efficace et agréable. Il y a un sujet que je trouve commun aux deux, c'est la légèreté de l'organisation. Quand on passe du temps à notifier les gens à de multiples reprises pour être sûr qu'ils sont disponibles pour une réunion qu'on veut caler en urgence, déjà ça, en tout cas moi, je trouve que ça a un impact sur l'efficacité et le côté agréable de la réunion. Avant même qu'elle ait lieu, il y a déjà une lourdeur dans le processus de convocation des personnes. J'y viendrai après quand je vous parlerai des façons d'éviter ça, mais pour moi, une réunion qui est agréable, déjà, si l'organisation a été légère, on démarre la réunion, déjà on est content d'être là, et on n'a pas passé 2 heures à répondre à des chaînes de mails ou à décaler 50 fois le créneau. Il y a une autre chose qui, pour moi, est importante dans le fait qu'une réunion soit agréable, c'est le sas d'entrée qu'on peut avoir et le sas de sortie. Ça nous arrive à tous de démarrer une réunion et de ne pas être vraiment encore dedans, parce qu'on est dans notre journée de travail, il se passe des choses qui font des interférences avec notre concentration, on a l'esprit occupé. Et ça, c'est une pratique qu'on a vraiment chez nous, c'est de prévoir un petit sas d'entrée, un petit sas de sortie de la réunion, juste pour que les gens aient le temps d'exprimer comment ils se sentent. Et ça, déjà, c'est un point d'entrée et de sortie qui font qu'il y a un démarrage, un début et une fin qui permettent un petit moment d'avoir une expression individuelle. Et ça, pour nous, c'est un point qu'on trouve agréable, en tout cas dans notre organisation. Ensuite, il y a le fait que la réunion puisse être le plus participative possible. Alors, quand je dis participative, ça ne veut pas dire que tout le monde doit parler tout le temps, mais j'ai introduit cette notion parce que, en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que dans les réunions où il y a que de l'information descendante, il y a un côté qui n'est pas agréable parce qu'on est là pour recevoir une information qu'on aurait pu recevoir sous une autre forme sans avoir besoin d'écouter quelqu'un parler pendant 1 heure ou 2 heures. Et en fait, quand il n'y a que de l'information descendante, il y a un côté très passif du participant. Et en tout cas, moi, je ne trouve pas ça forcément agréable. Donc, si on peut avoir des formats de réunion qui sont peut-être plus précis, mais du coup, qui permettent aux personnes de contribuer un petit peu à leur façon, je trouve ça plus agréable. Pour continuer sur la thématique du côté agréable d'une réunion, pour moi, une réunion agréable, c'est quand les gens sont contents d'être là. À partir du moment où il y a des personnes qui ne sont pas contentes d'être là, c'est qu'on peut questionner soit l'utilité, soit la clarté dans l'objectif, soit la temporalité. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Et ça, pour moi, c'est un élément à prendre en compte et il faut être attentif à ça. Et enfin, il y a un dernier élément que je vois, qui est la notion de facilitation que j'ai commencé à vous introduire tout à l'heure. Une réunion où il y a quelqu'un qui s'assure de ce rôle-là, c'est-à-dire qui est un peu le garant de la méthode, qui va surveiller qu'on ne dépasse pas le temps, qu'il y a une répartition égalitaire de la parole, ou en tout cas un peu, proportionnée de la parole. Ça, c'est un élément qui peut faire qu'une réunion est agréable. Et dans ces éléments-là, il y a aussi le cadre sécurisé, mais ça, je pourrais vous en parler tout à l'heure avec les questions de Sarah. Voilà, donc ça, c'est un peu le panel. Quand je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire pour moi une réunion efficace et agréable, c'est tous ces éléments-là qui sont ressortis et qui sont vraiment calqués sur la réalité de ce que nous, on vit en ce moment dans notre organisation. La plupart du temps, les éléments que je vous ai listés là sont réunis. Et c'est ce qui fait que nos réunions sont agréables. Merci Juliette. Je vais encore un peu te faire parler de ton témoignage à toi, de ton expérience. C'était quand la dernière réunion d'équipe que tu as vécue et tu la qualifierais comment? Elle a été efficace, agréable? La dernière réunion d'équipe que j'ai vécue, c'était ce matin de 8h30 à 9h30. Donc c'est un sujet qui est chaud. C'est un format qu'on utilise pour notre vie opérationnelle d'équipe. Donc, on avait une grande thématique à cette réunion. C'est une réunion qu'on appelle une réunion de triage. Je ne sais pas si vous vous êtes renseignés sur nous, mais nous, on pratique une gouvernance en holacratie. Et en holacratie, il y a un format de réunion qui s'appelle la réunion de triage. Et dans cette réunion, il y a une toute partie des éléments que je vous ai cités, donc un sas d'entrée, un sas de sortie, et quelque chose de très timé avec
une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'ordre du jour. Donc, il y a un grand thème chapeau. Pour nous, ce matin, c'était la prospection, par exemple. C'était le grand thème chapeau, la prospection et la communication. Tout le monde se réunit et toutes les personnes qui ont un rôle à jouer sur ce thème-là sont présentes et elles peuvent amener les points dont elles ont besoin pour continuer à avancer dans leur travail. Donc, c'est une réunion qui est sanctuarisée. On sait qu'on a 1 heure devant nous et il n'y a aucun ordre du jour qui est défini à l'avance. On se calque vraiment sur la réalité chaude, j'ai envie de dire, du jour, du moment, de la semaine, du mois. Et c'est une réunion pendant laquelle, donc, qui a duré 1 heure et on a traité 24 points en 1 heure. Donc vous voyez qu'on a passé moins de 3 minutes sur chaque point. Chapeau. Voilà. Donc on a eu un sentiment vraiment d'efficacité à la sortie. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les éléments qui font que tu te sens en confiance dans une réunion? Tu nous as donné quelques éléments Oui. qui vont piocher à la fois du côté efficacité et moment agréable. Ouais. Tu saurais nous les détailler un petit peu Oui, plus? bien sûr. Oui, oui. Tout à l'heure, je vous parlais de la facilitation. Pour moi, ça, c'est vraiment un rôle. On parle de rôle souvent en holacratie et le facilitateur, il a un rôle clé dans l'animation d'une réunion. Et le mot facilitateur, c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'on emploie ce terme-là. C'est la personne qui va permettre que le temps soit fluide. Alors, il y a une petite nuance, ça ne veut pas dire que tout repose entièrement sur ses épaules. Il y a quand même une notion de co-responsabilité avec les participants. Donc, c'est un jeu entre le facilitateur et les participants. Et ce qui d'ailleurs peut être intéressant dans une organisation, c'est de faire tourner ce rôle, que chacun puisse expérimenter au moins une fois. Qu'est-ce que ça fait de devoir faciliter une réunion? Ça permet d'accéder à une compréhension sur les enjeux de ce rôle-là. Et en fait, ce rôle-là, c'est lui qui va donner le tempo, proposer la méthode, et c'est lui qui va poser ce qu'on appelle le cadre. Donc, selon la nature de la réunion et la nature des personnes qui y participent, ça peut être nécessaire de devoir poser un cadre sécurisé. Ce n'est pas forcément nécessaire à chaque fois. Par exemple, nous, dans notre organisation, on ne pose pas un cadre sécurisé à chaque fois qu'on démarre une réunion, mais s'il y a des réunions avec des enjeux où on doit avoir des discussions d'associés, par exemple, ça peut se produire qu'on éprouve le besoin de poser un cadre, et ça, c'est le facilitateur qui va s'occuper de cette partie-là. Donc, un cadre sécurisé, par exemple, c'est on est tous d'accord pour s'engager sur la confidentialité des échanges qui vont être faits lors de la réunion. On est tous d'accord pour être attentifs à respecter la parole des autres, c'est-à-dire ne pas couper la parole, proposer un avis différent plutôt que de contrer ou de montrer un désaccord, ce qui n'est pas la même posture. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de mettre en mots et de rendre visible et explicite de tout le groupe pour qu'on soit en fait d'accord sur les règles communes qui vont faire qu'on va se sentir bien pendant la réunion. Et ça, c'est un élément qui est, en tout cas pour moi, très important à clarifier, surtout si vous avez l'occasion d'avoir des réunions avec des personnes qui sont un peu externes aux partenaires de votre organisation et avec lesquelles vous n'avez pas cette habitude de façon de faire. Il y a un autre élément que le facilitateur est censé gérer, c'est d'être attentif à la régulation de la parole. Ce qui se produit souvent dans une réunion, si personne n'est là pour jouer ce rôle-là et que ça n'est pas dit, personne n'ose intervenir si une personne prend la parole et la garde pendant un temps très conséquent qui empêche le groupe d'avancer. Et en fait, il y a une notion comme ça dans le rôle de facilitateur, c'est que tout le monde sait que son rôle, ça va être de réguler la parole. Donc, ça veut dire qu'implicitement, tout le monde a accepté cette possibilité d'être un peu limité dans son temps de parole. Mais ça sert le groupe, en fait, ça sert à chaque participant à avoir le temps de s'exprimer s'il en a besoin. Et ça, c'est vraiment personnifié par le rôle du facilitateur. Quand il n'y a pas de facilitateur, ça veut dire qu'il n'y a pas de rôle qui s'occupe de réguler la parole, on n'en parle pas. Et ça peut mener soit à des personnes qui ont des réactions et qui disent « oui, mais là, tu parles trop ». Et en fait, c'est entre participants que ça commence à créer des étincelles. Soit personne ne dit rien. Alors que si c'est le facilitateur qui s'occupe de ça, il y a une dimension où en fait, ça fait partie de son rôle, donc c'est sa mission, donc on l'accepte mieux. Il y a quelque chose qu'on utilise, nous, à Semawi, c'est la règle des 2 pieds. Alors, quand on raconte ça aux personnes qu'on accompagne, en général, au début, elles trouvent ça un peu étrange, mais après, elles comprennent. La règle des 2 pieds, c'est une règle qui est issue de la philosophie agile et qui dit que si je n'ai pas mes 2 pieds dans la réunion, c'est-à-dire si je n'apprends rien et que je ne suis utile à personne, eh ben, je prends mes 2 pieds et je m'en vais. Et ça, c'est vraiment une culture qu'on a et qui est au début pas facile. On a du mal à s'y mettre, mais avec le temps et en pratiquant, on se rend compte que
si l'équipe accepte ça, c'est une forme de liberté, c'est-à-dire que je ne vais pas passer 1 heure de mon temps à attendre que quelque chose se produise si je sais que je ne vais rien apprendre et apporter rien à personne. Si j'ai d'autres choses plus urgentes à gérer, je prends mes 2 pieds et je m'en vais. Et ça, c'est une règle qu'on a vraiment explicitée, nous, au sein de notre organisation et qu'on applique si on en ressent le besoin. Et si jamais on voit que c'est appliqué, c'est aussi une occasion de débriefer après et de dire, voilà, en tant que facilitateur, j'ai vu que tu es parti de la réunion, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Est-ce qu'il y a un format qui te conviendrait mieux? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être à ce genre de réunion? Ça permet en tout cas de mettre des mots sur quelque chose qui a été visible de tout le monde. Il y a un autre élément qui fait qu'une réunion est agréable et efficace, c'est le côté timé de la réunion. Si vous savez à l'avance qu'il y a différentes étapes à passer pour obtenir le résultat que vous souhaitez obtenir, c'est important d'avoir une conscience du timing qu'il faut. Et ça veut dire qu'une réunion, normalement, ça doit se préparer. Donc si on sait qu'à la fin de 2 heures, on doit converger vers une décision, il faut garder un temps pour ça, spécifiquement. Et quand je dis timer, il y a une autre notion aussi qui, pour nous, est très importante, c'est que nos réunions, elles commencent à l'heure et elles terminent à l'heure. Et ceux qui sont en retard, ils prennent le train en route. Et s'ils arrivés en retard et qu'ils n'ont pas eu le temps d'amener leur point, la prochaine fois, ils arriveront à l'heure. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est une notion de respect de nos agendas respectifs. Pourtant, on n'est pas une organisation très grande, on est 6 à Semawi. Mais si tout le monde décale de 30 minutes la réunion, ça veut dire que potentiellement, on a 6 personnes qui sont impactées sur leur agenda, et ça n'est pas négligeable. Donc, dans la mesure du possible, on essaye vraiment de commencer à l'heure qu'on a dit et de terminer à l'heure qu'on a dit. Et ça, le facilitateur a un rôle à jouer là-dedans, vraiment, et à alerter le collectif. Si le temps prévu n'était pas assez long, le facilitateur, il peut lever une alerte et dire, bon là, pour info, il nous reste 20 minutes. Je ne sais pas si on va réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et ça, c'est un apprentissage pour le groupe aussi, qui peut prévoir du coup des temps plus longs selon l'objectif de la réunion. Ce qui m'amène justement à la notion d'objectif. Une réunion qui démarre sans que personne ne sache à quoi elle va servir, il y a quand même de fortes chances pour qu'elle soit moins efficace et moins agréable, potentiellement parce qu'il y a des gens qui sont autour de la table qui n'ont rien à faire là et qui n'ont pas besoin d'assister à cette réunion. Et ensuite, parce que si l'objectif n'a pas été clairement défini, le groupe ne sait pas où il va et on peut arriver à la fin du temps avec une grande frustration. Et donc, dans les objectifs, il y en a plusieurs. Ça peut être améliorer nos méthodes de travail, ça peut être prendre une décision unique et avec un consentement de tout le monde à la fin, ça peut être trouver de nouvelles idées, ça peut être prioriser, planifier. Voilà, il y a différents objectifs qui existent pour des réunions et ça veut dire qu'on peut imaginer d'avoir des réunions spécifiques selon les objectifs et peut-être de compartimenter un peu plus et de ne pas tout faire en même temps dans la même réunion. Peut-être qu'on peut subdiviser, avoir une réunion où on parle du projet et puis en prévoir une autre plus courte où on va faire que planifier une fois qu'on aura les idées claires sur le projet en question. Donc ça, c'est des éléments auxquels vous pouvez réfléchir et qui, en tout cas, peuvent être vraiment aidants pour faire que vos formats sont plus efficaces et plus agréables pour tout le monde. Merci. On a un contexte sanitaire un peu complexe ces temps-ci et on voit que le télétravail c'est vraiment devenu encore plus utilisé et des équipes qui n'étaient pas du tout préparées se sont mis à travailler depuis chez elles ou en tout cas ne pas avoir cette synchronicité d'être dans les mêmes locaux pour travailler. Ouais. Du coup, est-ce que tu vois des manières de faire dans les moments de vie d'équipe qu'on peut faire à distance? Est-ce que c'est un renouveau dans les pratiques? Est-ce qu'il y a des astuces sur lesquelles des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant? Comment tu as pu vivre, toi, les moments de synchronisation? Je vais partir de notre expérience. En fait, on a une pratique depuis plusieurs années qu'on a mis en place avant même qu'il y ait le Covid ou le confinement, qui nous sert à garantir une cohésion et une conscience de où se situent les autres dans leur journée. C'est une pratique qu'on appelle la mêlée. La mêlée, c'est encore une notion qui est inspirée de la philosophie agile. Et c'est une réunion très courte qu'on utilise tous les jours. Alors, soit à heure fixe, soit on réadapte les horaires si on a vraiment besoin que tout le monde soit là. Mais l'idée, c'est qu'à la base, on le faisait physiquement et vous allez voir que pendant le Covid, on a réussi à le transposer à distance. Et donc, on le faisait physiquement debout dans nos locaux. On le fait en cercle, on le fait debout. Pourquoi debout? Parce que c'est une réunion qui est courte, normalement qui ne dépasse pas 15 minutes.
et pendant laquelle on va livrer de l'info à nos collaborateurs qui les renseignent sur où est-ce qu'on en est dans notre journée. Alors, c'est pas non plus une revue complète de la journée, mais c'est qu'est-ce que j'ai terminé d'important ce matin, qu'est-ce que je m'apprête à faire cet après-midi, par exemple, ou c'est un moment où je peux partager, si j'ai besoin d'aide sur un sujet, demander est-ce que quelqu'un peut m'aider, j'aurais besoin de, je sais pas, parler pendant un quart d'heure de mon sujet, ou alors j'ai un peu de disponibilité et je peux aider quelqu'un s'il en a besoin. Et ça, c'est un moment qui est très intéressant parce que ça permet à l'équipe d'avoir conscience du flux de travail des uns et des autres, sans rentrer dans les détails, de connaître les projets qui sont en cours, s'il y a de nouveaux clients, s'il y a des prospects, s'il y a un besoin de mettre un peu plus d'énergie sur un sujet chaud qu'il va falloir terminer dans la journée. Ça permet à tout le monde de réajuster son agenda si nécessaire et d'avoir vraiment une conscience de comment se sent l'équipe. Quand je vous dis ça, c'est que nous, on a ajouté à la mêlée un élément qu'on appelle la météo, qu'on fait juste avant. Donc le premier tour, avant de parler de où on en est dans notre journée, on fait un tour de météo où chacun dit comment il se sent aujourd'hui. Et c'est vraiment une température de la journée. C'est pas une température de la semaine, c'est vraiment aujourd'hui, j'arrive avec ça. Et c'est la liberté à chacun de donner le niveau de détail qui est le plus juste pour lui, même si c'est un sujet qui est d'ordre personnel. On n'est pas dissociable de notre vie personnelle, on est la même personne au travail et dans la vie personnelle. Et nous, on part du principe que s'il y a quelque chose de vraiment gênant, on a le droit de le partager à son équipe sans forcément rentrer dans les détails de sa vie intime. Donc si moi j'ai quelque chose qui me perturbe vraiment ce jour-là, je vais juste le signaler à l'équipe pour que l'équipe soit au courant que je suis peut-être pas dans mon état habituel, qu'elle puisse en tenir compte. Et moi aussi, le fait de le dire, c'est que j'en ai conscience et que je le mets, en fait, quelque part, je le dépose un peu en le verbalisant, je le dépose et je peux peut-être m'en éloigner un petit peu en disant bon je l'ai dit, je dis qu'aujourd'hui j'étais pas tout à fait dans mon assiette, j'en ai conscience, je vais prendre soin de ça et ça m'empêche pas d'avancer dans ma journée. Et en fait ça c'est un format qu'on a appliqué pendant le confinement en visio et qui a très bien fonctionné parce qu'en fait on avait un événement agenda dans lequel il y avait un lien toujours le même pour démarrer la visio, on avait fixé une heure. Et à l'heure dite, tous ceux qui étaient là pouvaient démarrer le petit tour de météo et ensuite le petit tour de mêlée. Et comme ça dure que 15 minutes et que tout le monde parle de manière synthétique, c'est agréable pour tout le monde d'avoir des nouvelles rapides des uns et des autres. Et si jamais on a envie de continuer des conversations en aparté les uns les autres, on se passe un coup de fil, mais au moins on sait comment va l'équipe. Et ça, c'est quotidien et ça dure juste 15 minutes. Donc ça fait partie des éléments qui peuvent contribuer malgré la distance, à créer du lien. Et je pense que ça peut même s'appliquer à des équipes qui ne sont pas ensemble au quotidien. C'est-à-dire si vous faites partie d'une organisation où il y a des personnes de terrain et d'autres qui sont plus dans les bureaux et que vous vous voyez très rarement, vous pouvez, si vous voulez, mettre en place des formats comme ça très courts où juste vous avez des nouvelles. Si c'est pas tous les jours, c'est 2 fois par semaine, mais en tout cas garder un lien d'échange rapide et concis de manière régulière. Je sais pas si ça répond à ta question, Sarah, mais... C'est pas mal. Est-ce que c'est une réunion qui est facilitée? Alors, pour le coup, la météo et la mêlée, non, c'est pas facilité. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis de l'explicite sur les règles. Donc, on a vraiment dit, la règle du jeu, c'est chacun amène les informations qui lui paraissent importantes. On essaye de parler de manière synthétique pour essayer de ne pas dépasser le quart d'heure. Ceux qui peuvent être là viennent. Ceux qui ont vraiment un empêchement ne viennent pas. Il y a une autre règle aussi qu'on a dite, c'est même si je n'ai rien à dire, je viens quand même pour être au courant de comment va l'équipe. Et si j'ai rien à dire, c'est pas grave, je ne dis rien. Voilà, ça fait partie des petites règles qu'on a mis en place. Merci. Sur l'aspect facilitation, j'ai d'autres questions à te poser. Est-ce que dans une équipe, un rôle de leader, de manager peut être le facilitateur d'une réunion d'équipe? Alors, c'est une super question à laquelle il n'y a pas forcément une réponse, une recette magique toute faite. Je pense que c'est important d'être attentif à l'objectif de la réunion et à la posture du manager. Selon l'objectif de la réunion, c'est vraiment important que ça soit surtout pas le manager qui vienne faciliter, que ça soit quelqu'un d'autre. Parce qu'il peut y avoir des enjeux relationnels, des enjeux de posture, de hiérarchie. Et en fait, le manager a naturellement un ascendant, en tout cas dans la plupart des organisations où il y a une forme de hiérarchie. Le manager a un ascendant sur son équipe. Et si c'est le manager qui facilite, ça peut limiter l'émergence de la parole de la part des équipiers. Donc, autant que possible, j'ai envie de vous dire, essayez au maximum que le manager ne soit pas la personne qui vienne faciliter la réunion. Et selon comment vous êtes organisé, on peut même imaginer que
si un manager a envie de faciliter quelque chose, bah, c'est vraiment dans un objectif d'aider son équipe, d'aider à trouver une nouvelle idée pour un projet précis, d'aider à prendre une décision, d'aider à planifier, mais pas... ça peut être sur des sujets plus petits, mais pas forcément sur le sujet qui concerne l'équipe dans son ensemble et son fonctionnement. Mmh. Du coup, tu nous ferais l'invitation que le facilitateur ait une posture plutôt basse ou... Euh, alors oui et non. La posture de facilitateur, elle est toujours délicate parce que il y a à la fois la notion d'accompagner le groupe pour que les gens se sentent libres de contribuer et pas être trop autoritaire non plus pour que ça reste agréable. Et en même temps, quand il y a quelque chose qui dévie de la méthode et qu'on sent que il y a quelqu'un qui parle trop longtemps et que du coup les autres peuvent pas s'exprimer, par exemple, le facilitateur, il a quand même un domaine d'autorité, c'est de s'assurer que le résultat qu'on voulait atteindre soit le plus proche possible de l'objectif qui avait été fixé en démarrage de réunion. Donc, c'est une posture à la fois basse et à la fois ferme, mais sur des choses assez précises. Et d'ailleurs, il y a un autre élément que j'ai envie de vous partager, c'est selon la personne qui facilite la réunion, c'est important que ça soit pas forcément le manager et c'est aussi important que ça soit pas forcément quelqu'un qui est extrêmement impliqué sur le projet en question. Parce que c'est compliqué de prendre de la distance entre ses enjeux personnels, la façon dont on est impliqué dans le projet et son rôle de facilitateur pendant cet instant-là. Donc, ce qui peut être imaginable, par exemple, si vous en avez l'occasion ou la possibilité dans votre entreprise ou votre organisation, c'est de faire des échanges. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs départements et que plusieurs personnes se forment à la facilitation, vous intervertissez. C'est-à-dire que moi, je vais faciliter une réunion pour le département comptable, et le département comptable va venir faciliter une réunion pour mon département communication, par exemple. D'accord. Et du coup, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait donc le facilitateur qui était garant du cadre. Il a d'autres alliés dans une réunion, autres que des participants coopératifs? Oui, il peut y avoir d'autres alliés. Par exemple, il y a des formes de réunion où on a d'autres rôles que le facilitateur. Il peut y avoir par exemple un rôle qu'on appelle le rôle de secrétaire. En holacratie, ça existe. Ça peut être quelqu'un qui est en charge de bien s'assurer qu'il y a une prise de notes des échanges. Alors nous, en tout cas, on a une culture de la synthèse à Semawi. L'idée, c'est pas de faire des comptes rendus que jamais personne ne lira, mais peut-être d'avoir quelqu'un qui a une attention sur ce qui est en train d'être dit et qui essaye de capter les idées maîtresses et les points les plus importants qui émanent pendant la réunion, de manière à ce qu'à la fin, tout le monde ait les idées claires et puisse avoir soit un petit mind map, soit un petit document de synthèse qui récapitule, par exemple, les actions qui ont été décidées et qui va les prendre. Ça peut être un rôle support. Il peut y avoir aussi d'autres rôles du type, c'est assez régulier qu'il y ait des rôles d'experts où on démarre une réunion et en fait, il y a quelqu'un qui a un savoir plus développé que les autres participants sur un sujet précis. Et ce rôle-là, il peut être en soutien du facilitateur et c'est important que ce duo soit vraiment accordé pour que l'expert ne prenne pas toute la place et ne passe pas son temps à contredire les idées qui émergent des participants, par exemple. Donc, c'est le rôle d'expert, on peut s'appuyer dessus et en même temps, il faut en prendre soin, il faut que ça soit clair. C'est le genre de rôle auquel je pense. Et enfin, si on a besoin, on peut aussi, si la facilitation est vraiment compliquée, que la méthode demande beaucoup d'énergie, en tant que facilitateur, on peut demander à quelqu'un d'être le gardien du temps. Donc, on peut confier la mission vraiment du temps à un participant en lui disant la phase 1, elle va durer 20 minutes. Est-ce que au bout de 15 minutes, tu peux me faire un signe de la main pour me signaler qu'il ne me reste que 5 minutes pour faciliter ce temps-là. Ça, c'est au libre choix du facilitateur. Et j'imagine que ça, ce gardien du temps, il est important sur l'aspect de sécurisation des plages de travail, c'est ça? Oui, complètement. En fait, c'est un peu lui qui permet de garantir que le processus va bien arriver à son terme, qu'on va finir la réunion à l'heure et qu'on ne va pas déborder beaucoup trop sur une phase qui aurait dû être courte et du coup, on n'a plus le temps pour faire la phase suivante. C'est vraiment corrélé à la méthode. Donc, c'est un rôle qui est très important. Ok, super. Et il y a une question sur, tu as parlé tout à l'heure des réunions sans ordre du jour. Oui. La question est la suivante, est-ce que l'on arrive en réunion avec une liste d'éléments à discuter, même s'il n'y a pas d'ordre du jour? Tu me parlais de la réunion de triage au moment où la question a été posée. Et du coup, comment garder une structure dans l'organisation si la fluidité des thématiques abordées?
Pardon, c'est quoi la fin de la question? Comment garder? Comment garder une structure dans l'organisation et la fluidité des thématiques à aborder s'il n'y a pas d'ordre du jour? Oui. Alors nous, en triage, ce qu'on pratique, c'est donc, on a un thème de la réunion. En l'occurrence, ce matin, comme je vous disais, c'était prospection et communication. Donc déjà, tous les gens qui viennent savent que le thème chapeau, c'est celui-là. C'est pas à cet endroit-là qu'on va parler de l'administratif ou de la comptabilité, par exemple. Donc déjà, ça élague un peu le genre de sujet qu'on va aborder. Ensuite, nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle un système de tension. En holacratie, une tension, c'est un point. J'ai un point à amener, j'ai besoin de quelque chose de quelqu'un dans l'organisation. Et dans ces réunions-là, le rôle de facilitateur, il est très important parce qu'il va traiter les points un par un. Alors après, libre à chaque participant de préparer sa petite liste avant de venir. Sans ordre du jour, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien préparer du tout. On peut se prendre 5 minutes pour se dire, bon, les 4 points que j'ai besoin d'aborder, c'est ça, ça, ça. Même ça peut être noté les jours précédents. Et les amener quand la réunion démarre et dire, moi, j'ai 4 points à aborder aujourd'hui, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et ensuite, le facilitateur, il va s'occuper de la personne qui amène le point. Et comme c'est souvent lié à des rôles ou à des missions, le jeu du facilitateur, c'est d'arriver à déterminer de quoi la personne a besoin pour continuer à avancer. Est-ce qu'elle a juste besoin de partager une info? Est-ce qu'elle a une question à poser à quelqu'un? Est-ce qu'elle a besoin que quelqu'un d'autre fasse quelque chose? Est-ce qu'elle a une attente récurrente? Et le facilitateur, il va devoir essayer de déterminer ça en lui posant des questions assez précises. Et c'est à la personne de dire ce dont elle a besoin. Et ensuite, le facilitateur peut éventuellement ouvrir une discussion entre la personne qui a émis son besoin et la personne à laquelle elle l'a demandé. Elle a demandé une réponse. Mais par contre, tout le monde ne va pas se mettre à discuter du besoin. C'est-à-dire qu'on reste centré sur la personne qui a amené son besoin et en fait, on s'occupe d'elle. Et on s'occupe de chaque besoin un par un comme ça. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous a permis ce matin de traiter 24 points en 1 heure. C'est-à-dire que Sarah avait un besoin qui ne concernait aucune de mes missions. En fait, je vais pas réagir à son besoin. Si elle a besoin de mon avis, je vais lui donner. Et si elle me le demande, je vais lui donner. Et même si j'ai un avis sur ce qu'elle est en train de vivre, je ne vais pas intervenir. Je vais laisser le facilitateur faire avancer le groupe comme ça. Donc ça, c'est une façon de réguler et de permettre qu'on avance très vite sur des sujets multiples. Et le fait qu'on soit témoin, même si on n'est pas acteur, on apprend des choses. Il y a des infos qui circulent, on est au courant de ce qui se produit, d'où en sont les projets, de quels sont les points bloquants pour l'équipe. Donc même si on n'a pas intervenu, il y a une forme de participation parce qu'on était là, on était attentifs, on était tous sur le même sujet, on a accepté de venir, donc on a un intérêt à être là. Et en fait, à la fin, ça crée de la satisfaction parce qu'on a avancé vite, sans se parasiter avec des missions qui ne sont pas les nôtres. Et qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un avait apporté un point justement de comptabilité dans cette réunion-là? C'est des sujets qui peuvent être proches finalement. Qui est-ce qui tranche, si on est dans le cadre ou pas? Alors nous, pour une organisation qui ne pratique pas holacratie, normalement, le facilitateur est censé détecter ça, c'est-à-dire dire bon là, la thématique de la journée, de la réunion, c'est de la prospection et on parle pas le thème, c'est pas la comptabilité, et essayer de voir avec la personne si elle peut amener ce point à un autre moment ou en tout cas se mettre en contact direct avec la personne qu'elle a besoin de toucher. Et par contre, pour les organisations qui pratiquent la gouvernance partagée, comme on a des rôles dans l'organisation qui ont des missions très précises, si le facilitateur dit alors là tu amènes un point qui concerne la comptabilité, à quel rôle tu t'adresses dans le cercle, on voit tout de suite qu'en fait le rôle comptable il n'est pas dans ce cercle-là, il est dans un autre cercle et que du coup le sujet de la comptabilité c'est pas dans cette réunion là qu'on va l'aborder. Et ça en fait à force de pratiquer c'est assez modélisant. Les gens se rendent bien compte qu'ils sont un peu hors sujet et que c'est pas dans cette réunion-là qu'ils auront leur réponse. Merci. En dehors de l'holacratie, est-ce qu'il y a des formats de réunions que tu trouves particulièrement satisfaisants, nourrissants dans la vie de l'équipe? Oui, tout à fait. Le premier dont je vous ai parlé, c'est la fameuse météo suivie de la mêlée. Ça, c'est un format simple à mettre en place, qui est court et qui, nous, en tout cas, nous permet vraiment de maintenir un lien très fort entre nous. En plus, nous, on est tous associés salariés, donc on a vraiment besoin de savoir comment va le groupe. Ça nous permet vraiment de réguler tout ce qui est de l'ordre de la tension, même tension interpersonnelle. Comme tout le monde, on en a, et en fait, on les traite beaucoup plus vite en ayant cette conscience des individualités et du groupe. Donc ça, c'est un truc qui est très précieux pour nous et qui est facile à mettre en place. Il y a un autre type de réunion qu'on pratique régulièrement, c'est ce qu'on appelle la rétrospective d'équipe.
C'est un format qui peut être appliqué à un projet. Ça peut être soit une rétrospective d'équipe, soit une rétrospective de projet. Nous, on fait les deux. Et en fait, c'est un moment qui est vraiment sanctuarisé, qui dure toujours le même temps, c'est entre 1h30 et 1h45. Et pendant cette réunion-là, on va vraiment prendre du temps pour essayer d'avoir un peu de recul et un esprit critique sur ce qui a pu se produire pendant la période qui vient de s'écouler. Donc l'intérêt, c'est de définir une période assez précise, de dire là, on réfléchit à qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, à l'échelle de notre équipe, par exemple. Et on va avoir quelque chose avec des phases assez précises, où on va avoir un moment où on fait une remontée d'infos pour que tout le monde ait conscience de comment a vécu de manière individuelle chaque participant la période qui vient de se passer, quels ont été les points qui lui ont causé de la difficulté ou au contraire qui lui ont amené quelque chose de satisfaisant. C'est un moment où on partage vraiment les choses positives, les choses moins faciles, les doutes, les questions, les surprises. Et à la fin de ce temps-là, le groupe a une conscience de comment a été vécue la période écoulée. Et on a déjà un début de points à travailler, de points d'amélioration sur lesquels on va pouvoir se concentrer. Ensuite, la phase numéro 2, c'est on va essayer de travailler ensemble à une amélioration de ces sujets-là et on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, si quelqu'un nous amène un sujet en nous disant, par exemple, pendant la période écoulée, il y a eu un couac dans une action qui devait être faite, c'était pas clair qui devait faire quoi et on a oublié de le faire et du coup ça nous a mis en difficulté, par exemple, le groupe va consacrer un moment à réfléchir à mais qu'est-ce qui a pu se produire, d'où ça vient, et la phase 3, c'est quelle action on pourrait mettre en place pour que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la prochaine fois, personne n'oublie de faire telle action? Est-ce qu'on peut l'attribuer à quelqu'un? Est-ce qu'on peut la rendre visible? Et ça, c'est au groupe de faire des propositions d'action qui, à la fin, seront attribuées à une personne assez précise. Ça rejoint ce que je disais au tout début en introduction. S'il y a des actions qui sont décidées, il faut absolument que ces actions elles soient attribuées à quelqu'un. Et il y a une notion dans la rétrospective qui est très importante, c'est de décider d'actions qui soient vraiment des actions et pas ce qu'on appelle des bonnes résolutions. Et dans le mot action, il y a quelque chose d'assez précis. Une action, elle a un début, elle a une fin. Quand on la nomme, on est capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On sait qui est capable de le faire et on sait pourquoi on l'a fait. Et alors qu'une bonne résolution, c'est un peu, on décide que tout le monde soit attentif à ce que la prochaine fois, l'action ne soit pas oubliée. En fait, ça, c'est pas une action, c'est une bonne résolution. On ne sait pas qui va faire quoi. Ça veut dire quoi? Tout le monde soit attentif à ce que ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est hyper important en rétrospective, c'est qu'on sort avec un plan d'action super précis, tout le monde sait ce qu'il a à faire, et voilà, et on y va, et la prochaine fois, on pourra rediscuter de est-ce que ça a mieux marché ou pas. Et ça, c'est vraiment un format de réunion que je vous invite à tenter. Sarah vous enverra probablement des informations là-dessus dans le mail de remerciement. Et puis, il y a des sites en ligne qui existent, elle vous donnera les références, mais il y a des exercices assez structurés qui existent pour faire ces 3 phases et obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. Ça, c'est le deuxième type de réunion. Et il y en a un troisième qu'on pratique régulièrement aussi. Je ne vais peut-être pas vous rentrer dans les détails sur le triage maintenant, mais il y a une réunion qu'on appelle des ateliers de co-développement. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà vécu. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un temps qui est... c'est un temps d'entraide qui est dédié à l'équipe. La façon dont on le fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a des temps qui sont sanctuarisés à l'avance. On bloque 1 heure dans l'agenda, 2 fois par mois, le lundi, par exemple. Et en fait, ceux qui sont disponibles viennent et on va essayer de répondre à la problématique qui est amenée par quelqu'un dans le groupe. Et nous, la façon dont notre fonctionnement qu'on a trouvé, c'est on ne définit pas à l'avance les sujets qui vont être amenés. L'important, c'est que ça soit vraiment vivant et connecté à quelque chose qui a émergé dans le quotidien de travail. Donc, je sais que lundi prochain, on a une plage, je suis disponible. Si j'ai un sujet à amener, je vais dire j'ai besoin qu'on s'occupe de moi pendant cette plage-là. Et si je n'ai pas de sujet à amener, je suis disposée à me rendre disponible et attentive pour la personne qui a amené une problématique. Et la méthode du co-développement, elle est intéressante parce que, donc vous l'aurez compris, il y a une personne qui a un sujet, qui dépose un sujet au groupe pour que le groupe essaye de l'aider. Et ensuite, le groupe tente de répondre à la question posée par la personne qui a amené son sujet. Et en général, à la fin, la personne, elle ressort avec 2 nouvelles idées, un peu de fraîcheur dans sa vision de la situation qui est peut-être pas si catastrophique que ça. Et ça crée vraiment quelque chose de chouette parce que si on s'entraide les uns les autres, il y a une notion ça entretient la confiance, ça entretient la cohésion et surtout la transparence, c'est-à-dire
qu'on soit au courant des problèmes qui sont vécus par les autres. Ça nous permet d'en parler plus vite et de plus mettre des choses sous le tapis parce qu'on a peur de se faire gronder, parce qu'on a peur de se faire juger. En fait, là, on est tous là dans le même bateau pour avancer. Donc, s'il y a un problème, eh ben, autant en parler, mettre de l'explicite dessus et essayer de trouver une solution ensemble. Merci pour ce retour. Il peut se produire parfois dans ces réunions d'équipe qu'il y ait des émotions assez fortes qui puissent un peu apparaître ou submerger les personnes, perdre un peu ses moyens, partager une vive joie ou une vive colère. Tu m'as dit que tu l'avais déjà vu dans certaines équipes. Comment on gère ça quand on est facilitateur ou même participant de ce genre d'effusion? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Nous, on a plusieurs façons de faire. Souvent, le sas d'entrée déjà permet à la personne de canaliser une partie de l'émotion qu'il habite, à condition que les personnes jouent le jeu, bien sûr. Hein. Si quelqu'un partage une super météo en entrée alors qu'en fait, elle est très en colère et pas du tout disponible, ben, c'est sa responsabilité d'avoir partagé une météo qui ne correspond pas à sa réalité. Donc ça, si vous commencez à avoir cette pratique-là, je pense que c'est important d'avoir conscience de livrer quelque chose qui est à la fois juste pour vous et que vous vous sentez de livrer au groupe, mais qui n'est pas éloigné de votre vécu réel parce que vous êtes gêné de partager la vérité. Parce qu'en faisant ça, vous donnez une fausse information au groupe et aux facilitateurs et peut-être que votre émotion, elle va ressortir à un moment de la réunion. Donc si jamais ça se produit, il y a plusieurs options. Si l'émotion, elle est vraiment forte, c'est important d'avoir un petit sas à ce moment-là. Donc, le facilitateur peut par exemple proposer à la personne: est-ce que tu as besoin de sortir de la pièce quelques minutes pour redescendre, soit parce qu'elle est très en colère, soit parce qu'elle est triste, soit parce que la personne est en train de pleurer, ça peut arriver. Dans le cadre d'émotions très joyeuses, c'est un peu moins gênant parce qu'en général, la joie, ça se partage. Tout le monde est empathique avec la joie et ça dure moins longtemps que de la détresse. Donc ça, c'est une première option. Le facilitateur peut vraiment donner la liberté à la personne de changer de pièce ou de rester. C'est possible que la personne elle ait besoin juste de prendre une minute pour se recentrer et elle n'a pas envie de se détacher du groupe, elle a envie de rester là et ça, il faut lui laisser le choix. Il n'y a que elle qui sait ce dont elle a besoin. Il y a une autre façon de faire qui est, si vous savez que vous avez une réunion où il y a des enjeux, où il y a peut-être de l'émotionnel qui va ressortir à un moment donné, vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle les chapeaux de Bono. Les chapeaux de Bono, ça a été inventé pour compartimenter la pensée. Compartimenter la pensée dans le sens où, par exemple, il y a un chapeau qu'on appelle le chapeau rouge qui est dédié aux ressentis et aux émotions. Et c'est un chapeau que vous pouvez utiliser au début ou en cours d'une réunion. C'est-à-dire que vous allez parler d'un sujet, vous savez que potentiellement, ça ne va pas être facile. Vous démarrez à parler de ce sujet-là. En tant que facilitateur ou même en tant que participant, vous pouvez tout à fait proposer un temps chapeau rouge où on prend juste 10 minutes pour que chacun puisse exprimer comment il se sent par rapport à ce sujet là tout de suite. Et juste on fait un sas où les gens peuvent s'exprimer et dire voilà, on est en train de parler d'un sujet qui pour moi je ressens du stress, j'y vois pas clair, c'est difficile pour moi quand on en parle. Ou alors quelqu'un d'autre qui peut dire moi au contraire, je me sens très à l'aise, je suis contente qu'on en parle, c'est le bon moment pour moi, je me sens disponible. Et ça fait un petit sas où les gens peuvent sortir un bout de ce qu'ils ont et une fois que c'est dit, en général, ça va mieux. Ça va mieux et le groupe va pouvoir s'occuper de ce qui est en train de se produire. Voilà, c'est les deux conseils que j'aurais à donner si une émotion forte émerge au cours d'une réunion. Et justement, encore sur cette question de la gestion des émotions, tu précisais tout à l'heure qu'il était important de pouvoir nommer l'état dans lequel on se trouve quand on rentre dans une réunion, à ce moment d'inclusion. C'est pas facile pour certains de se livrer, de s'exprimer sur un ressenti. Comment est-ce qu'on peut faire une invitation sans mettre les gens mal à l'aise et surtout comment eux peuvent s'approprier cet outil? Oui, il y a des méthodes aussi pour ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le photolangage. C'est une façon de faire qui est plutôt chouette parce que l'idée, c'est d'avoir un jeu d'images. Alors, on peut utiliser plusieurs formes de photolangage. Il y a des gens qui achètent des cartes postales avec des paysages, des personnes qui sont en train de faire des choses, diverses images qui n'ont aucun rapport avec l'activité, mais qui symbolisent quelque chose.
Il y a d'autres personnes qui utilisent des jeux qu'on appelle le Dixit, avec des images un peu plus oniriques, un peu plus magiques, avec du dessin, qui ne sont pas des photos, qui représentent aussi des symboliques. Et si un groupe a du mal à partager une météo, c'est une pratique que vous pouvez mettre en place en début de réunion. C'est vous prenez un temps pour étaler le jeu de cartes sur la table et laisser la liberté aux personnes ou non de piocher une carte qui les appelle et qui pourrait correspondre à la façon dont elles se sentent le jour J. Et nous, c'est une pratique qu'on a. Il y a des fois où on fait des météos avec du photolangage et il arrive que sur les 6 participants, il y en ait quelques-uns qui ne prennent pas d'image parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et c'est à la liberté de chacun. Et ceux, au contraire, qui ont du mal à s'exprimer, ça les aide à sentir quelque chose. Et la plupart du temps, il y a une image qui vous parle. C'est très rare que quelqu'un dise non, il n'y a aucune image qui me parle. Ou alors, si aucune image parle à la personne, elle est quand même capable de livrer un ressenti, c'est qu'elle n'en a juste pas besoin. Et ça peut être vraiment aidant. Merci pour cette précision. On a le temps encore de prendre des questions des participants, donc vraiment, n'hésitez pas à nous les adresser. Juliette, j'ai encore des choses sous le coude quand même, parce qu'il me semble que c'est un sujet assez vaste. Tu nous as donné plusieurs idées de formats qui permettraient de changer un peu des pratiques dans une équipe. Comment on peut faire pour les mettre en place, en fait? Comment est-ce qu'on peut susciter l'adhésion de son équipe? Est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement un manager qui les mette en place? Est-ce que quelqu'un qui a plus un poste d'opérateur, quel qu'il soit, est légitime pour le faire? Ça dépend des organisations, du climat dans l'équipe, de la façon dont l'équipe est organisée. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est petite? Par exemple, le format de la rétrospective dont je vous parlais, c'est pas un format qui fonctionne avec de très grosses équipes. Il faut que ça reste à taille humaine pour que les gens aient le temps d'échanger et d'avancer ensemble sur un sujet qu'ils ont en commun et pas quelque chose d'un peu trop vaste dans lequel ils ne se sentent pas impliqués. J'ai perdu le fil de ma pensée, par contre. La question, c'était quoi? Un premier pas, est-ce qu'il faut être dans une position hiérarchique pour instiller de nouveaux formats? Oui, voilà, merci. Alors, la position hiérarchique, ça peut jouer. Hein. C'est vrai que souvent, dans la plupart des organisations, si quelque chose est impulsé par la hiérarchie, mécaniquement, le reste suit. Mais ce n'est pas la seule option. Selon le niveau de complicité, d'aisance et de liberté de faire que vous avez dans votre équipe, rien ne vous empêche de proposer. Et en général, nous, ce qu'on a observé, c'est il faut inviter les gens à tester. Si vous passez trop de temps à essayer de les convaincre, de leur expliquer à quoi ça sert par A plus B, de détailler toute la méthode et de rentrer dans des débats, oui, mais à quoi ça va servir, mais je ne comprends pas, vous perdez plus de temps en faisant ça qu'en disant on a un objectif, on a un besoin, c'est de s'améliorer parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On a découvert un outil qui s'appelle comme ça. Moi, je vous propose qu'on le teste. Et vous allez tester et le groupe va bien se rendre compte en testant de est-ce que ça lui va ou pas. Et le côté très intellectualisant où on va essayer de vendre quelque chose à quelqu'un sans qu'il l'ait vécu, il y a une vraie distance et il y a une difficulté à comprendre comment ça peut marcher et quelles peuvent en être les vertus. Donc nous, on a vraiment cette culture de la modélisation par l'expérimentation, c'est-à-dire que si quelqu'un a vécu quelque chose, il est beaucoup plus à même de comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il peut en tirer que s'il ne l'a pas vécu et qu'on lui en a parlé pendant 2 heures. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui se produit dans les organisations qu'on accompagne, nous, en général, c'est que quand il y a une crainte sur la mise en place, on propose de faire du test sur un petit échantillon de personnes qui ont envie d'essayer. Et après, si ça prend, par l'inspiration, les autres vont observer, vont être au courant de à quel point c'était chouette et si ça a été utile au groupe. Et ça va essaimer petit à petit. Et ça, souvent, ça se produit, on commence par quelque chose de petit et après, ça va se démultiplier si c'est utile pour l'organisation, bien entendu. Mais moi, j'ai envie de vous dire de commencer par tester des choses, essayer en fait, essayer de rentrer dans une posture d'apprentissage et de nouvelles pratiques que vous n'avez jamais pratiquées, en essayant de laisser de côté les a priori que ça ne marchera jamais et que ça ne sert à rien et que vous n'avez pas le temps. Parce qu'en gardant ce genre de moments où vous vous améliorez, vous consacrez du temps à votre amélioration, par exemple, vous allez gagner énormément de temps sur plein d'autres choses. Donc en fait, garder 1h30 pour bosser en équipe sur comment vous pourriez faire mieux, en fait, potentiellement, ça va vous faire gagner beaucoup plus de temps après sur vos agendas. Et cette 1h30, elle sera beaucoup plus précieuse que
le défaut d'organisation que vous avez au quotidien. Voilà. Et si un manager a vraiment envie d'impulser ça dans son équipe, bah, évidemment, en fait, toutes les bonnes énergies sont bonnes à prendre, hein, que vous soyez manager ou pas manager. Et si vous n'êtes pas manager et que vous avez une relation avec votre manager qui vous permet d'en parler et de proposer d'impulser ça, ben, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Si vous n'en parlez pas, ça ne se produira jamais. Donc peut-être voir si vous en parlez, est-ce que ça va se produire, pourquoi pas, et si ça ne se produit pas, ben, au moins vous aurez essayé d'en parler. Ok, alors il faut essayer de passer à l'action. On va essayer de garder ça en tête. Est-ce que tu aurais une réflexion ou quelque chose avec quoi tu aimerais que les participants de ce webinaire repartent sur ce sujet assez macro? On a fait plusieurs détours. Est-ce qu'il y aurait une petite synthèse ou une idée en plus que tu voudrais ajouter? Oui, je pense que je ne vous ai pas beaucoup parlé de la préparation des réunions. Alors, comme vous êtes divers participants, je ne sais pas à quel point vous avez une culture de facilitation déjà dans vos organisations, mais avec la culture de facilitation va la culture de la préparation. Et en fait, quelqu'un qui facilite une réunion, tout à l'heure je vous parlais d'échange, le facilitateur il doit quand même s'assurer qu'il a les idées claires sur qu'est-ce qui est attendu comme résultat à la fin de cette fameuse réunion. Et selon le résultat attendu, il y a peut-être un petit temps de préparation qui est nécessaire à mettre en place, voire même pas peut-être, c'est nécessaire. Au moins de savoir comment je vais découper mon temps en tant que facilitateur, quelle méthode je vais utiliser pour obtenir quoi à la fin. Est-ce que je me laisse une marge de manœuvre au cas où il y a une durée qui dure un peu plus, une phase en fait que j'avais vue trop courte. Toutes ces questions, c'est à se poser avant pour que ça soit fluide, et que le groupe puisse suivre et se sentir entraîné et sécurisé dans la facilitation et la méthode qui est proposée. Et ça, c'est vraiment quelque chose une habitude à prendre. Alors, ça ne veut pas dire que le déroulé que vous aviez prévu ne bougera pas et sera figé dans le marbre et que vous ne pourrez pas faire autrement. Au fur et à mesure que vous allez apprendre à faciliter, vous aviez prévu quelque chose et finalement, peut-être que ce n'était pas exactement ce dont le groupe avait besoin et vous pouvez réajuster au fur et à mesure en fonction de votre expérience de facilitation, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très important, c'est de définir, soit avec le groupe, soit avec la personne qui passe commande, de quoi elle a besoin à la fin, en fait. C'est quoi le but? Pourquoi faire? Pour aider qui? Dans quelle temporalité? Voilà, avoir une idée du contexte et du temps dont on a besoin pour mener à bien cette mission. Voilà, et ça, j'ai envie de vous dire que c'est un temps qui est important. Ça peut vous paraître très engageant, mais en même temps, c'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que le groupe va avancer plus vite, obtenir les objectifs qu'il voulait atteindre et potentiellement faire gagner du temps à toute l'organisation dans sa totalité, en fait. Parce que si tout le monde est au clair et avance plus vite, c'est l'organisation qui avance plus vite. Merci beaucoup. On va rester sur cette note pour conclure ce moment. Merci beaucoup à tous les participants d'avoir participé et pu écouter l'expérimentation et les bons conseils de Juliette. Merci Juliette pour le temps que tu nous as accordé. Merci Sarah pour tes questions. Et puis, comme je vous le disais, je vous enverrai dans un mail les différentes références dont on a pu parler, qu'il s'agisse d'autres webinaires ou d'articles de blog qu'on aurait rédigés à ce sujet. À très bientôt pour un prochain webinaire. Oui, avec plaisir. Au revoir.